Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBMCI. Vous savez, c'est votre rendez-vous mensuel du matin avec une personnalité de notre écosystème. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité très fidèle au MBMCI parce que ça fait maintenant quelques années qu'on a la chance de t'avoir. C'est Guy Mamoumani. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors, on va pas trahir des secrets de coulisses, mais sachez que ça s'est joué vraiment à 2 minutes hein, qu'on réussisse à se connecter. Donc voilà, on est encore plus ravis d'être là et à l'heure. Merci de nous suivre. Donc pour ceux qui ne sont pas encore habitués à l'interface Livestorm, vous avez un chat sur le côté dans lequel d'ailleurs je vous ai envoyé un petit message. Et donc pendant tout ce talk, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions dans ce chat. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Guy, il est très réactif et il aime beaucoup. D'ailleurs, il aime beaucoup qu'on lui pose des questions et qu'on le challenge. Pour ce talk, alors il y a toujours de l'actualité avec toi, mais là il y a une actualité qui est importante, qui est que tu sors un nouveau livre, et c'est un livre qui est, alors là pour le coup en plein cœur de l'actualité, parce que forcément avec l'accélération numérique que nous sommes en train de vivre, l'émergence des IA génératives, même si tu le précises bien, en fait, l'IA en tant que technologie n'est pas nouvelle, c'est plutôt sa démocratisation, notamment à travers ChatGPT, qui fait que c'est sur toutes les lèvres. Hein. C'était le mot 2023, pardon. Ça sera encore le mot 2024 et tu vas nous dire pourquoi. Mais ça nécessite surtout de faire des choix. Et toi, Guy, si bien sûr tu es un expert de l'informatique et du numérique. D'ailleurs, tu nous diras qu'il ne faut pas confondre informatique et numérique. Mais toi, c'est surtout l'humain. C'est surtout l'humain qui t'intéresse et quels sont les choix de gouvernance, quels sont les choix aussi de société que nous avons à faire face à cette technologie qui, on a quand même l'impression, nous dépasse, Guy. Il va falloir que j'explique tout ça. Ah, c'est ça. En effet, parce que c'est une question essentielle et justement, le sous-titre de mon livre s'appelle « 8 conditions pour une transformation réussie ». Et c'est la réponse à ta question. Pour qu'elle ne nous dépasse pas, il va falloir répondre à ces 8 conditions, en effet. Alors, ton livre, donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un memento, c'est un guide? Parce que moi, je l'ai un peu lu comme ça. C'est que il y a bien sûr de la théorie, disons pour comprendre, pour réussir à s'en sortir. Et donc d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois une lecture qui peut être très débutante pour des gens qui se disent ok, en fait, par quelle bout je commence, mais aussi pour des gens justement qui ont les mains dans le cambouis, dont c'est le quotidien, et réussir à prendre de la hauteur. Et donc il y a un côté, on va dire, très pragmatique aussi. C'est pour ça que ce sous-titre là, des 8 conditions pour réussir la transformation, on peut dire que c'est presque, oui, ouais, une méthode à appliquer, notamment en entreprise. Bon, alors, tu as utilisé le mot que je trouve meilleur pour décrire ce que j'écris, c'est que je suis en effet pragmatique. Moi, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un écrivain en tant que tel. J'ai quelque chose à apporter qui est ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle et mes engagements sociétaux. Et c'est cette vision du vécu que j'apporte pour donner une sorte de démystification de la transformation numérique et en particulier de l'intelligence artificielle. C'est un livre qui vient un peu apporter une sorte de réalisme par rapport à tous les débats un peu dystopiques que l'on a en général sur ces sujets. Alors, la dystopie, là aussi, hein, tu prononces un mot très juste. Est-ce que c'est pas ce dans quoi on vit depuis maintenant 1 an et demi et l'émergence, je disais, de ChatGPT, mais aussi de toutes les IA génératives. On en discutait avec Alexandre Stopnicki, hein, que tu connais bien aussi, Guy. Il y a un côté science-fiction dans ce qu'on vit, comme si la réalité était en train de rattraper la science-fiction. Oui, c'est tout à fait exact. Et c'est exactement l'objet de mon message. C'est que arrêtons de parler de science-fiction et utilisons le numérique, l'intelligence artificielle pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils et
qu'il va falloir utiliser dans le bon sens du terme. Alors bon, j'avais déjà, lors de mon premier livre, il y a quelques années, utilisé cette image, j'utilise la même. Hein. Nous avons là un véritable tsunami qui est en train d'arriver, une sorte de vague énorme. Alors, il y a deux réactions possibles. Hein. La première, c'est d'essayer de résister, hein, comme le font beaucoup de gens, hein, de construire des murs, mettre des tas de sable. Et le résultat, c'est qu'on sera balayé. Et puis, il y a l'autre réaction qui consiste à dire, eh bien, je vais me former, je vais justement réguler tout cela pour finalement surfer sur cette vague qui devient une magnifique opportunité. Alors, ça, on te reconnaît bien là, Guy, c'est que tu es quand même un éternel optimiste, pas béat, voilà. Voilà. Et tu parlais de ton premier livre, donc effectivement qui s'appelait L'apocalypse numérique n'aura pas lieu, que tu nous l'avais déjà raconté lors de précédentes interventions, mais que tu avais un peu écrit sur un coup de tête, en réaction, hein, notamment à tous ces faux prophètes qui justement préconisaient cet apocalypse numérique et voyaient tout toujours d'un œil négatif. Toi, c'était un peu une réponse à ça. Là, on va dire que c'est de la continuité avec dans cet ouvrage, mais ce mot pragmatique, ce mot opérationnel, c'est un mot qui nous parle, nous en tout cas au MBMCI, parce que on est justement dans l'opérationnel, dans le pragmatique. Cette transformation, bien sûr, c'est une révolution pour la société, mais pour les entreprises et les organisations, il y a un manque flagrant de cap, tu vois, et sur des questions très concrètes. Pour ou contre l'intelligence artificielle intégrée au sein de nos process? Si oui, comment? Et puis tout de suite la question de et l'humain dans tout ça? Parce que il y a toutes ces caricatures qu'on peut avoir sur oui la machine qui remplace l'humain, mais là ça dépasse le remplacement. C'est plutôt quelle place on accorde au numérique, à l'IA bien sûr, mais pas que, à l'informatique au sein de notre organisation. C'est une question de vie ou de mort pour ces entreprises, Guy. Bon, alors c'est très très juste, comme très pertinent hein, cette question, parce que en effet, mon premier livre venait en réaction d'un certain nombre, je vais qualifier d'oiseaux de malheur, hein, qui nous donnaient une vision extrêmement négative de la transformation numérique. Celui-ci vient plutôt comme maintenant une sorte de d'état des lieux. Hein, c'est-à-dire que nous avons une révolution qui a eu lieu. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, je dis que je veux plus employer le mot révolution, je veux parler de transformation parce que ça y est, on a déjà passé une étape. Donc cette révolution, elle a eu lieu, cette révolution qui apportait en même temps un changement de code radical, un changement de référence sur le temps, la distance, la propriété, l'emploi, toutes ces notions qui avaient des siècles derrière elles étaient remises en cause par la révolution numérique et en même temps qui se passaient à une vitesse incroyable. On a vu hein, que, par exemple, pour avoir, je crois, 1 million d'utilisateurs de l'avion, il fallait je ne sais combien d'années, et pour ChatGPT, il a fallu 5 jours. Donc ça a créé une anxiété voilà, qui est tout à fait naturelle, hein, qui est humaine, hein, c'est le cas de le dire. Donc il était important pour moi, alors là justement de rentrer dans cet optimisme un peu réaliste, hein, sans angélisme, hein, et surtout pas béat, hein, pour dire que oui, il y avait des dangers qui sont évoqués par beaucoup de gens. Hein. Je pense à des gens comme Éric Sadin, hein, qui se prétend philosophe des technologies et il est tout à fait dystopique justement, hein, ou bien d'autres hein, qui donnent une vision quand même très négative. Alors ces dangers-là sont réels, alors on pourra les évoquer hein, justement, hein, mais il n'y a aucune raison de les subir. Et c'est tout l'objet du livre, c'est d'avoir une vision très complète
de ces dangers, ces risques, pour pouvoir les adresser. Alors, Guy, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tes conseils, tu les sors pas de nulle part, parce que toi, tu les as mis en pratique. Jusqu'à encore très récemment, tu étais coprésident d'une ESN importante qui s'appelle le groupe Open, que tu co-dirigeais avec Frédéric Sebag. Et justement, je veux dire, ces choix-là, vous y avez été confronté. Tu as été confronté en tant que dirigeant. Et il y a quand même, enfin, toi, j'en reviens à cette notion d'apocalypse, toi, de ce pessimisme. Ça fait peur parce qu'on a un brouillard en face de nous. Je veux dire, quand on est dirigeant et comme tu l'as été, c'est difficile de dégager l'horizon. Parce que tous les 6 mois, tu as une nouvelle technologie de rupture qui arrive. Tu parlais, donc on parle de l'IA, mais tu as parlé de la blockchain, des NFT, du métavers, même si c'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais il va arriver dans 10 ans. Tu vois, et à chaque fois, on est obligé d'avoir des réponses claires. Il peut pas y avoir d'entre-deux. Ça peut pas être bon, on va voir ce qu'on fait. Non, c'est quel est le cap? Ah oui, alors ça c'est très intéressant parce que c'est exactement ma posture. Hein. Je suis très humble hein, par rapport à tous ces sujets, comme tout le monde. Hein. Et objectivement, le regard que je peux avoir est enrichi par mes expériences. Alors tu l'as dit, évidemment, j'ai quand même 35 ou 40 ans derrière moi d'informatique et de numérique, en particulier la fondation du groupe Open, hein, qui accompagne ses clients dans leur transformation numérique, et en particulier le public. On va y revenir parce que les services publics, c'est un sujet essentiel dans la réussite de la transformation numérique. Mais depuis que j'ai pris un peu de recul, c'est-à-dire depuis 2 ans, 1 an et demi maintenant, j'ai eu d'autres activités que j'ai développées, comme celle de Business Angel, et donc j'ai dû investir dans une petite dizaine d'entreprises qui m'ont aussi donné une vision et beaucoup d'espoir dans la transformation numérique, parce que je vois que ces entreprises apportent justement de l'humain, que ce soit par exemple dans la santé, dans l'éducation, dans justement l'accès, dans l'inclusion. Et donc ces entreprises aussi m'ont donné un point de vue très intéressant, je trouve très enrichissant. Et puis, comme tu le sais, j'interviens aussi bien à Léonard Vinci que dans d'autres écoles de commerce, ce qui m'a permis aussi d'avoir des échanges très, très enrichissants. Je me rappelle, il y a quelques mois, le travail qui avait été fait par les étudiants du MBA sur des créations d'entreprises et qui montrait justement la richesse que nous pouvions avoir sur ces sujets-là. Je suis aussi dans des conseils d'administration, d'écoles d'ingénieurs. Enfin bref, tout ça, ça me donne une panoplie de visions qui justement apporte des réponses à toutes les questions que tu as évoquées, et en particulier le fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette intelligence artificielle, ce numérique en général, soit au service de l'humain, et non pas l'inverse. Hein, c'est-à-dire que justement, nous ne subissions pas cette révolution et qu'elle devienne cette opportunité que j'ai décrite tout à l'heure. Alors on va pas passer en revue les 8 conditions que tu exposes dans ton livre, parce que on va quand même inviter nos spectateurs à lire ton livre. Mais tu parlais tout à l'heure de l'éducation. C'est un sujet qui est très actuel. Alors on va dépasser effectivement le cadre habituel de nos discussions. On est plutôt orienté business et entreprise, mais là on est sur un sujet majeur pour notre civilisation, j'ai envie de dire. Le président de la République a notamment érigé en grande cause l'addiction aux écrans. Je pense que si vous suivez l'actualité et les médias, on en parle énormément. Et toi, ce que tu dis, c'est que pour réussir cette transformation, et notamment auprès des plus jeunes, c'est pas l'interdiction, en tout cas le tout interdit qu'on doit prôner. C'est une forme d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors là, ça c'est mon dada, et d'autant plus que on va voir les réactions. Mais en général, je suis très très minoritaire sur cette question, donc c'est intéressant que nous ayons des échanges. Oui, c'est vrai que
président de la République, qui pourtant plutôt technophile, je ne sais pas pourquoi, a eu dans sa dernière intervention une phrase concernant les écrans, comme si ça le concernait, hein, les écrans dans la famille. Hein, donc, alors là, je ne sais pas s'il a parlé d'interdiction, mais en tout cas d'intervention sur les sujets. Ça vient à la suite d'une longue litanie d'interdictions, puisqu'il y a eu l'interdiction des écrans à l'école, des smartphones à l'école, l'interdiction de ChatGPT à Sciences Po, l'interdiction, il y a quelques jours à peine, hein, de l'utilisation des écrans dans la rue par un maire. Enfin bon, il y a une sorte de fantasmagorie autour des écrans qui est absolument disproportionnée. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je suis le premier à déconseiller l'utilisation des écrans dans la petite enfance. Et je cite, d'ailleurs, je suis plus dans mon livre, mais dans des interventions, je cite l'exemple de ma petite fille, hein, et je félicite mon fils aîné, hein, qui n'a pas voulu acheter de smartphone à sa fille avant l'âge de 12 ans, et je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire oui, Guy, non, mais parce que ce qu'on doit quand même dire, c'est que t'as pas une position iconoclaste sur le sujet. Tu n'es pas contre l'interdiction, pardon pour ce raccourci. Voilà. Mais c'est que ce que tu dis, c'est que l'interdiction en elle-même, elle ne résout pas le problème. C'est du court terme. C'est plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on fait après l'interdiction? Ou qu'est-ce qu'on fait en complément de l'interdiction? Comment on éduque, en fait, alors je vais dire au numérique parce que c'est ton expression, mais comment on éduque à l'utilisation raisonnée des écrans, du smartphone en premier lieu, mais d'une façon générale, de ces technologies qui font partie de notre quotidien, et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Alors, non mais, tu as bien fait de dire ça, parce que une fois qu'on balaye le fait que je ne sois pas béat par rapport à l'utilisation des écrans, hein, je suis pas pour qu'on les utilise n'importe comment et dans n'importe quelle situation. Après, j'ai fait le parallèle avec mon expérience de prof de maths dans un lycée professionnel à Sarcelles, avec des élèves plutôt en difficulté, au moment, donc dans les années 80, au moment où on a introduit la calculatrice, et en particulier la calculatrice programmable. Et à l'époque, il y a eu les mêmes discussions, les mêmes tentations d'interdiction, et en même temps, j'avais bénéficié d'une formation d'enseignants avec l'utilisation de ces calculatrices programmables comme d'un outil pédagogique. Et là, j'ai vu que mes élèves, pourtant en difficulté, réalisaient des programmes pour résoudre des problèmes assez difficiles, et c'était tout à fait étonnant, parce qu'on voyait que quand on utilisait ça par quelqu'un qui était formé, il fallait que l'enseignant soit formé, évidemment, par quelqu'un qui avait une valise de calculatrices pour pouvoir les distribuer à tous ses élèves. Vous voyez, donc, j'y mets quand même des conditions, hein. Eh bien, on voyait l'apport fantastique de ces calculatrices dans la pédagogie. Et on peut faire exactement le parallèle avec l'utilisation des smartphones, par exemple, à l'école. Évidemment, c'est tellement simple de dire « j'interdis ». Oui, mais j'interdis, ça ne sert à rien, et on se prive justement d'un outil, puisque le smartphone est un véritable outil pédagogique lorsqu'on l'utilise. Et je cite d'ailleurs un exemple d'une start-up que je connais, qui s'appelle Modco, qui a créé un mode collège comme il y a un mode avion, et qui permet à l'enseignant d'utiliser le smartphone dans ses fonctionnalités pédagogiques en interdisant les fonctionnalités qui gênent. Parce que, oui, évidemment, si on donne un smartphone à des enfants à l'école, bien sûr qu'ils vont regarder je ne sais quoi sur Internet ou des réseaux sociaux au lieu d'écouter le prof. En revanche, si c'est contrôlé, si c'est raisonné, et si le professeur a été formé, ça devient un magnifique outil. Et sur ChatGPT, alors ça m'a fait rire parce que d'ailleurs j'avais fait une tribune à l'époque, la première réaction, ça a été l'interdiction. Même chez Sciences Po, quand même, c'est quand même extraordinaire de voir ça, et ridicule. Bon, ils ont changé d'avis depuis. Et
Je cite un professeur d'une école de commerce qui s'appelle Neoma, qui s'appelle son nom m'échappe, hein, il m'excusera, et qui disait lui-même, si ChatGPT réussit l'examen, il faut changer l'examen. Voilà. Il faut pas se dire, je vais interdire ChatGPT, ça ne sert à rien. C'est au contraire dire, eh bien, ChatGPT est un outil formidable, mais qu'il faut l'utiliser de façon régulée et intelligente. D'ailleurs, normalement, nous aurons l'occasion, je ne sais pas si c'est avec cette promotion ou une autre, de faire des travaux pendant 3 jours. Oui. Et à ce moment-là, non seulement je n'interdirai pas ChatGPT, mais j'imposerai l'utilisation de ChatGPT dans les ateliers de création d'entreprises. Là, ça nous plaît bien, ça. Bon, en tout cas, concernant donc la startup Modco, ça fera plaisir à Sylvie et Hélène, les 2 cofondatrices que tu les cites. Faisons maintenant le parallèle avec l'entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs, notamment au sein des grands groupes, qui justement sont confrontés à ce dilemme de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ChatGPT? Est-ce que j'utilise DALL-E, Midjourney? Alors, pour l'instant, la réponse en général des services informatiques de ces entreprises, c'est de bloquer l'accès. Tu vois, on en revient à l'interdiction. On interdit le temps de prendre une décision. Sauf qu'en fait, on sait très bien que c'est assez facile de contourner ces interdictions, de pas utiliser le matériel informatique de l'entreprise, d'utiliser son matériel personnel. Vous voyez, je pense que c'est des problématiques pour ceux qui ont entreprises qui les rencontrent. Et d'ailleurs, pour les responsables des services informatiques, les responsables des SI, c'est s'arracher les cheveux en permanence pour ceux qui leur restent. Mais quand on prend un peu de hauteur, on voit bien que toutes ces technologies IA, mais pas que, elles sont pas françaises, elles sont pas européennes. Et elles sont bien souvent américaines. Et donc, il y a une question de souveraineté également. Le traitement des données, on le sait très bien. Où sont stockées ces données? Quelles sont les garanties qu'on a? Je veux dire, quand on donne ce qu'on a le plus précieux, tu le sais très bien, Guy, ce qu'on a le plus précieux dans une entreprise, c'est ses propres données. Quand on les confie à une IA, quand on les confie à une interface, et on ne sait pas trop derrière à quoi ça va servir, c'est se mettre en danger. Donc, il y a quand même une notion de risque dans cette transformation. Comment on peut... c'est sûr qu'on va pas résoudre le problème en 30 minutes, mais comment on peut les aborder, ces risques, de la manière la plus positive possible? Alors en effet, c'est un sujet très important et d'actualité. C'est-à-dire que, bon, je dirais même que ça dépasse l'intelligence artificielle. Cette question existe depuis qu'on travaille avec des données, c'est-à-dire tout le temps dans l'informatique depuis la naissance d'Internet. Rappelons que une donnée, finalement, c'est une empreinte. Quoi que nous fassions sur Internet, nous laissons cette empreinte, nous laissons cette trace, et du coup, ça fait des milliards et des milliards de données, et d'ailleurs, c'est en progression exponentielle. Alors, ça crée plusieurs sujets. Bon, alors, il y a un premier sujet qui est celui de la sécurité. Alors, tu l'as évoqué et ça me paraît essentiel. On a vu que lors de l'avènement de ChatGPT, alors bien sûr, il y a eu des interdictions, mais il y a eu aussi dans des entreprises un raz-de-marée d'utilisation totalement disproportionnée en oubliant ces questions de sécurité. Et là, ça pose un problème, en effet, parce que je crois que c'est Samsung, l'entreprise, qui avait constaté que des milliers de collaborateurs avaient utilisé ChatGPT et avaient mis dans ChatGPT des données confidentielles. Et du coup, elles étaient livrées au public, et alors qu'il s'agissait de les garder de façon très confidentielle. Donc il y a un sujet là où il s'agit donc de faire attention à l'utilisation des données. Donc ça, c'est la première question. D'ailleurs, chez Open, l'utilisation de ChatGPT et des intelligences artificielles génératives en général est en train de se développer, mais de façon très contrôlée, de façon justement à ce que les données ne sortent pas de l'entreprise, ce qui pose un vrai sujet. Alors Guy, justement, à ce sujet,
pardon de te couper, mais effectivement à ce sujet, là aussi on peut saluer, on va dire, l'agilité business de ces entreprises parce qu'elles ont créé des offres spécifiques pour les entreprises qui permettent d'utiliser ChatGPT en marque blanche, justement avec une sécurité, alors je dis toute relative, mais en tout cas qui garantissent à ces entreprises que justement les données restent chez elles. C'est-à-dire que ils ont l'IA, ils ont le ChatGPT, mais qui est en vase clos, on va dire, au sein de l'entreprise. Qui résout pas tout, mais qui est attractif. Ça résout quand même un problème de sécurité de ne pas le faire au sein même du système d'information de l'entreprise, de le faire à côté. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, on a de vrais risques. Le deuxième sujet, c'est celui qu'on appelle la souveraineté. Alors, ça serait trop long que j'expose ma position là-dessus, donc je vous invite évidemment à lire le chapitre qui concerne. Tu nous fais du teasing. Comment? Oui, c'est donc un peu teasing. Mais tu as raison. C'est un sujet qui est tellement touchy que j'ai voulu me taire depuis des mois sur le sujet et m'exprimer précisément dans ce chapitre parce que sinon ça part dans tous les sens. Et je l'ai détaillé sur ma position sur le S-Data Hub qui vient d'avoir justement de l'actualité puisque la CNIL vient d'autoriser le S-Data Hub à utiliser un hyperclouder américain, alors que, en effet, ça pose les questions d'extraterritorialité. C'est-à-dire que aujourd'hui, 80-90% des données en France, mais c'est valable dans le monde entier, sont dans des clouds américains. Et comme vous le savez peut-être, et il faut que vous le sachiez d'ailleurs, ces clouds américains relèvent de lois d'extraterritorialité américaine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur la demande d'un juge, eh bien, le gouvernement américain peut demander de voir les données, quelles qu'elles soient dans le monde entier, si elles sont avec une société américaine. Alors évidemment, ça pose de très très gros problèmes de protection des données et évidemment, il faudrait éviter cela. Alors, le problème, c'est qu'en voulant éviter ça, on doit chercher d'autres solutions. Mais comme la CNIL l'a dit, et vous trouverez dans mon chapitre, et je dis exactement la même chose depuis 4 ans, aux grandes dames de certains lobbyistes français, il n'y a pas encore d'alternative européenne. Alors du coup, il faut être pragmatique, on n'a pas le choix et on est obligé d'utiliser ces hyperclouders. Alors évidemment, comme l'a dit Stéphanie Combe du Health Data Hub, mais comme le disent de très très nombreux DSI, on peut crypter, on peut anonymiser de façon à se protéger de ces risques d'extraterritorialité. Mais même ça, c'est contesté. Alors moi, ma position est très simple. Je veux que nous séparions le problème politique du problème économique. Je suis chef d'entreprise, je suis chef de projet, je suis patron d'un service public, je dois réaliser mon projet. Moi, ma question, c'est je dois le faire dans les meilleures conditions de sécurité et de performance. Et donc, je suis obligé, pour l'instant, de choisir une solution américaine. En revanche, d'un point de vue politique, j'encourage nos gouvernements, l'Europe, à chercher des alternatives de façon à avoir des solutions européennes. Et ça, par exemple, il y a eu Gaia-X qui a été une alternative, une tentative. J'attends de voir ce que ça va donner. Je serai le premier heureux de voir qu'il s'agisse d'une solution. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent, je la cite, j'ai investi moi dans une entreprise qui s'appelle Clerop, qui a été créée par un ancien d'Open et qui cherche à faire une sorte de cockpit autour des données pour justement ne relever que de solutions qui soient européennes. Eh bien voilà, ça c'est des bonnes solutions. Plutôt que d'interdire l'utilisation des clouds américains, ce qui encore une fois n'aurait aucun sens, puisque pour l'instant la CNIL elle-même l'a reconnu. Et ça a été formidable la semaine dernière. Quand j'ai vu ça, je dis bon, tous ceux qui m'ont quasiment insulté pendant des
des mois au moment de la création du Health Data Hub, on voit que la CNIL elle-même, avec regret d'ailleurs, tout comme moi, dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, comme tu le dis, c'est que c'est un sujet complexe qui dépasse la simple volonté politique. Hein. Il suffit pas de vouloir, parce qu'ensuite derrière, c'est comment on le fait. Pour en revenir à l'actualité très récente, on voit par exemple toute la polémique que le choix d'EDF pour le cloud d'Amazon Web Services, tu vois, peut susciter. C'est-à-dire que, en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est un appel d'offres, public. Dans les offres qui étaient proposées, aucun, en tout cas, n'avait le niveau de garantie offert par Amazon. Donc ça pose plein de questions, c'est bien résumé dans ton chapitre, donc on invite bien sûr nos spectateurs à le lire. Peut-être pour recentrer sur l'IA, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est qu'en fait, en expliquant ce qui se passe avec l'IA, on comprend toutes les évolutions passées et surtout celles à venir. Et je reviens à cette notion de choix, de gouvernance, parce que c'est ce que tu dis. Tu dis l'informatique, finalement, c'est la partie technologique, mais le numérique, c'est celle de la société. Comment le business s'est transformé. En fait, ce business, il va encore se transformer. C'est ce que tu nous dis. C'est ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Non seulement c'est pas fini, mais en plus, ça va être, on va dire, 2 voire 3 crans supplémentaires. Donc, il faut se préparer. Comment on se prépare, Guy, quand on est dirigeant et dirigeante? Bon, alors d'abord, tu as bien fait de le souligner, parce que il y a toujours un débat entre la différence entre numérique et digital. Jusqu'à présent, ça fait 15 ans que ça dure et ça me fait rire. Personnellement, je n'utilise que le mot numérique parce que pour moi, numérique et digital, c'est exactement la même chose. Oui. Et pour ceux qui pensent peut-être qu'ils vont réagir, pour me dire, surtout au MBA, MCI, où je sais qu'on aime beaucoup le mot digital, pour moi, la différence essentielle n'est pas entre numérique et digital, c'est entre l'informatique et le numérique. L'informatique, c'est une technologie. Elle existe donc depuis près de 60 ans maintenant. Elle consiste uniquement à faire, j'allais dire, plus vite ce qu'on faisait manuellement. Vous aviez une comptabilité, vous avez besoin de 10 personnes pour la réaliser pendant un mois, et puis avec un ordinateur et des programmes, eh bien, vous arrivez à avoir le résultat en 10 minutes. Voilà, ça c'est de l'informatique. Vous n'avez rien changé, mais ça va plus vite. Vous avez automatisé, numérisé, informatisé, et puis voilà. La numérisation, ou ce que je préfère appeler la transformation numérique, c'est une révolution sociétale. C'est un changement de paradigme. C'est même, j'utilise souvent le mot, une révolution anthropologique, puisque elle change même la nature du comportement humain. Alors évidemment, elle s'appuie sur une technologie qui est l'informatique. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc, ce qui est sous-entendu, là, ce qui sous-tend la révolution numérique, c'est l'informatique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts du numérique qui disent arrêtez avec ce mot numérique. En fait, on fait que de l'informatique. Là aussi, je ne suis pas d'accord, parce que le numérique, c'est quand même un changement par rapport à la technologie. D'ailleurs, je voudrais revenir aussi sur la différence qu'il y a eu entre l'IA et l'IA générative, qui est de la même nature. De l'intelligence artificielle, on en fait depuis 40 ans. C'est pas nouveau. On va dire le développement d'algorithmes qui cherchent à imiter l'intelligence humaine. Voilà comment je définirais de façon simple l'intelligence artificielle. Ça existe depuis 40 ans. Et pourtant, en octobre 2022, on a eu la révolution ChatGPT. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, et c'est ça la différence avec une intelligence artificielle générative, c'est que on a donné accès à l'intelligence artificielle à chacun d'entre nous, au public entier, alors qu'avant, l'intelligence artificielle, elle était réservée à des techniciens. Et c'est en ça que c'est assez parallèle. On a donc aujourd'hui un accès à l'intelligence artificielle en langage naturel. D'ailleurs, je me rappelle au moment de la sortie de ChatGPT, Yann Lequin, qui est pour moi une référence que je cite beaucoup dans mon livre,
avait dit, mais je comprends pas, mais pourquoi vous parlez de ça? Moi, l'intelligence artificielle, j'en fais depuis des dizaines d'années et il n'y a rien de nouveau, etc. Et je crois qu'il a commis une erreur, je crois qu'il a compris maintenant, hein. En fait, il n'avait pas perçu cette révolution qui était ce langage naturel qui nous permettait d'accéder à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, eh bien, justement, je trouve que c'est formidable parce que n'importe qui peut l'utiliser. Et puis, dans l'entreprise, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il n'y a aucune raison, par exemple, lorsque vous êtes dans un service de recrutement, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle qui vous permet d'aider à sélectionner vos candidats. Alors, je reviens tout de suite à l'humain, puisque c'est le centre de mon propos, eh bien, ça n'empêche pas qu'au moment de choisir le candidat, ça doit être de l'humain. Quand vous êtes, par exemple, radiologue, vous avez une performance 1000 fois supérieure avec une intelligence artificielle, mais ça n'empêche pas qu'au moment d'aller prendre la décision du traitement ou du diagnostic, c'est à vous à le faire. De la même façon, d'ailleurs, je vous parlais des startups que je suivais ou dans lesquelles j'investissais. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Matricis.ia. Eh bien, ce sont 3 jeunes normaliens très pointus qui sont en train de développer une application d'intelligence artificielle qui permet de compléter l'IRM dans le diagnostic de l'endométriose. Vous savez que l'endométriose, c'est une maladie qui concerne près de 15% des femmes. Eh bien, donc ça se chiffre en centaines de millions de femmes dans le monde. Eh bien, malheureusement, l'IRM ne suffit pas. L'IRM n'arrive pas à avoir un diagnostic correct. Mais grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, aujourd'hui, on peut compléter l'IRM. Et encore une fois, ça reste un outil fantastique pour les radiologues, pour justement maintenant avoir un meilleur diagnostic. Alors, je pourrais faire la litanie de tous les métiers et de l'apport de l'intelligence artificielle dans ces métiers. Mais mon propos, c'est de dire quoi que l'on fasse dans l'utilisation de cet outil, à la fin, c'est à l'humain de trancher et d'avoir cet outil comme une aide, une sorte, d'ailleurs, je crois que c'est le terme que j'emploie dans le livre, d'humain augmenté. Voilà. Oui, alors, donc là, on retrouve bien, en tout cas, ce qui est le leitmotiv, le fil rouge de ta pensée depuis longtemps maintenant. C'est d'avoir une vision équilibrée. Donc, tu ne nies pas le négatif, mais pour autant, il faut pas non plus occulter toutes les avancées positives. Donc tu parlais du médical, mais il n'y a pas que le médical qui fait que oui, il y a des apports concrets et bénéfiques de la technologie et notamment du numérique dans notre société. Et il faut qu'on en parle au même titre qu'il faut qu'on parle des risques, non pas pour faire peur, mais pour trouver des solutions collectives pour répondre à ces risques. Donc peut-être que pour revenir sur les risques, tu parlais de la sécurité, je vais parler de la cybersécurité qui là aussi va très certainement être un des mots-clés de cette année 2024 et des années à venir. Pourquoi c'est central la cybersécurité, Guy, dans le monde dans lequel on vit et on travaille? Alors, avant de répondre à cette question, vas-y. Tu as dit une phrase que je trouve comme essentielle justement dans mon propos. C'est que, bien sûr, j'évoque tous ces dangers, ces risques de l'intelligence artificielle et du numérique en général, mais j'ai la conviction, là aussi c'est très contestable, mais je vous donne ma conviction, c'est que le numérique apporte les solutions aux problèmes qu'il génère. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve comme assez fondamental, et c'est un des éléments d'ailleurs que je souligne dans ce livre, que je n'avais pas souligné dans le précédent, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai éprouvé le besoin de l'écrire, c'est les conséquences sur l'environnement. Alors évidemment, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être béat, il faut noter, souligner que le numérique, aujourd'hui, est un producteur de gaz à effet de serre équivalent à celui de l'aviation, c'est-à-dire à peu près 3 à 4%, suivant les discussions. Bon, ça, c'est un fait.
Là où je serais béat, c'est de contester ça. Non, moi je ne le conteste pas, je dis oui, c'est une réalité. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut donner une photographie complète. Par exemple, quand nous organisons une visio, j'en profite pour faire un clin d'œil, hein, je suis à Miami, il est 3 heures du matin, hein, voilà, et nous Ah, faisons cette réunion. oh, Hein, merci Guy nous d'être faisons là. cette Je ne réunion. savais pas. J'ai pas pris l'avion pour venir faire cette réunion. Les gens qui participent viennent peut-être de toute la France et n'ont pas pris de transport en commun. Donc, nous produisons du gaz à effet de serre, mais en même temps, nous en économisons. Alors, quand on dit qu'il y a 3 à 4%, bah, on oublie de dire qu'il y a un certain nombre d'économies. Un autre exemple, c'est une start-up d'ailleurs dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle Aquaspart. Alors, elle permet, grâce à l'intelligence artificielle, de faire des diagnostics sur les fuites d'eau dans les canalisations. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'intelligence artificielle qui produit du gaz à effet de serre, en même temps, fait faire une économie colossale de l'eau à l'humanité. Donc là, nous avons ce qu'on appelle des externalités positives qui ne sont pas du tout, dont on ne tient pas du tout compte quand on parle de ces 3 à 4%. Donc, il faut avoir une vision globale pour adresser ces 3 à 4% qui sont un problème très grave, d'autant plus que ça a une croissance qui est exponentielle. Donc, il va falloir le plus vite possible eh bien, répondre à cette problématique tout en étant assez lucide pour voir qu'il y a ces externalités positives. Voilà. Donc ça, c'était le point que tu avais évoqué en passant, mais qui pour Oui, moi est un point très très important. Alors, l'autre point sur la cybersécurité revient au sujet que nous avons évoqué tout à l'heure sur la propriété des données, sur la souveraineté. Évidemment, il ne peut pas y avoir d'utilisation d'intelligence artificielle et de transformation numérique en général si on n'a pas un cadre de confiance. Et pour cela, là aussi, je reviens à mon idée essentielle qui consiste à dire, eh bien, c'est à nous de trouver les solutions justement pour se protéger. D'ailleurs, il y a aussi un chapitre sur la régulation, puisque ça fait partie des conditions, hein, la régulation, et je suis, contrairement à beaucoup de personnes de l'informatique et du numérique en général, un partisan du RGPD, de l'AI Act maintenant. Alors le RGPD, pour ceux qui ne savent pas encore, mais je pense que tout le monde a dessus cette sensibilité, c'est le règlement général de la protection des données, donc ce qui nous protège en tant que consommateurs et citoyens sur nos données. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est l'AI Act. Donc c'est un règlement européen autour de l'intelligence artificielle pour réguler son utilisation. Réguler son utilisation. Alors la critique que l'on fait, c'est de dire oui, cet AI Act, il a été, disons, appréhendé par le risque. Voilà. Donc en gros, quand vous l'utilisez de façon, on va dire, pragmatique et terre à terre, bon, il n'y a pas de problème. Mais si on arrive à la reconnaissance faciale, par exemple, eh bien, il y a des interdictions. Et ce que je trouve plutôt normal, de façon à ce que nous ayons une alternative entre l'utilisation, je vais dire, quasi dictatoriale de l'intelligence artificielle par la Chine et l'utilisation très soft power, soft war d'ailleurs, hein, des Américains pour avoir une domination culturelle. Là aussi, on n'en veut pas. Donc, grâce à ces régulations, eh bien, on peut trouver une alternative européenne. Et ça, je trouve que dans la volonté d'avoir justement un numérique humain, c'est très important que l'Europe joue un rôle essentiel. D'ailleurs, quand le RGPD est sorti, il a été archi critiqué, vous savez, avec le fameux adage les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent, ce qui est plutôt vrai.
Mais en l'occurrence, on voit maintenant qu'il y a près de 70 États dans le monde qui ont un RGPD ou un style de RGPD, ce qui montre que tout le monde prend conscience de la nécessité d'une régulation. Alors c'est vrai qu'avec toi, Guy, c'est toujours très riche parce que on navigue entre le technologique, le sociétal, la géopolitique. Tu vois, tu nous embarques sur ce territoire, mais c'est finalement pour pouvoir espérer comprendre tous ces phénomènes autour de nous, mais il faut avoir ces différents niveaux de lecture, et c'est ce que d'ailleurs tu nous proposes dans ton livre. Tu l'as écrit pour qui, ce livre? Quand tu l'as écrit, tu t'es dit, mais qui serait mon lectorat? Bon, Louis, c'est une très très bonne question parce que comme je suis un professionnel de la profession, comme j'ai eu un engagement sociétal depuis des années en tant que président de Syntec Numérique, qui est devenu maintenant vice-président du Conseil national du numérique. Alors, il y a toujours un accueil très sympathique, très bienveillant des professionnels qui partagent ou non mes opinions, mais qui les respectent. Bon. Moi, c'est pas ça mon objectif. Je crois pas avoir à beaucoup apprendre de choses à des professionnels, même si vous avez vu au cours de cette dernière demi-heure que j'ai quand même des positions assez tranchées et qui souvent sont en divergence avec les professionnels. Mais mon objectif, c'est le grand public. Donc j'ai essayé d'être le plus simple dans mon écriture, d'être le plus accessible et donner cette vision au grand public que, eh bien justement, l'intelligence artificielle ne doit pas nous faire peur. Voilà, n'ayez pas peur, comme disait quelqu'un de célèbre avant moi, hein, n'ayez pas peur, et place à l'acculturation, à l'éducation, à la formation, pour permettre de ne pas subir cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup dans mon livre, que j'ai utilisée à plusieurs reprises, qui est notre futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. C'est de Henri Bergson, et cette phrase, eh bien, symbolise, illustre parfaitement mon propos. Ça rejoint aussi donc un de nos autres membres du comité scientifique et pédagogique du MJMCI, puisque j'ai oublié de le dire en introduction, mais tu fais partie de. On a la chance de t'avoir au sein de notre comité pédagogique. C'est Frédéric Cavazza qui nous dit qu'on sous-estime la rupture au sein de la société, mais aussi au sein des entreprises, sur la réelle connaissance et maîtrise des technologies du numérique. C'est-à-dire que là, effectivement, Guy, on pourrait se dire, on a normalement une conversation assez savante, enfin, tu vois, sur des gens qui non seulement travaillent dans cet écosystème, mais en plus s'informent. Enfin, tu vois, on a un prisme, mais ça ne correspond pas forcément à toute la société, et y compris en entreprise, il y a encore beaucoup d'acculturation, c'est toi qui a prononcé le mot, à faire, et pas uniquement sur l'IA. On va dire que l'IA, en fait, ça arrive peut-être en fin de programme. Il y a d'abord quelque chose à faire sur finalement c'est quoi le numérique, à quoi ça sert, comment on s'en sert, et ça rejoint ce que tu disais sur l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas finalement que les enfants, c'est toute la société, et en entreprise c'est encore clé à travers la formation. Alors bon, là tu évoques un des 8 sujets, oui, qui est celui Pardon, de je l'ai dévoyé. Non, pas du tout, on est là pour ça, et qui me paraît en effet essentiel. J'aime beaucoup Frédéric Cavazza, que je cite d'ailleurs dans mon livre. Oui. Il a une vision très très intéressante. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a 13 millions de Français qui sont aujourd'hui exclus de la transformation numérique. On peut pas laisser ça comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que certains d'entre eux n'ont pas Internet. Il y a quand même quelques millions de personnes qui n'ont pas Internet. Donc, tout ce que je raconte n'a aucun intérêt s'ils n'ont pas accès à Internet. D'ailleurs, un des chapitres dit que pour moi, il faudrait qu'on ait un droit à l'Internet comme on a un accès à l'eau ou à l'électricité. Il faut arriver à ça. Aujourd'hui,
C'est aussi important que d'avoir de l'eau et de l'électricité, quel que soit l'endroit, et donc ça doit être un droit humain. Voilà, accès à Internet. Le deuxième sujet, c'est souvent une question de moyens. D'ailleurs, je rends hommage à des associations comme Emmaüs Connect qui distribuent des smartphones, par exemple, à des gens qui n'ont aucun moyen. Hein. Et le troisième sujet, c'est celui que tu évoques plus généralement, qui est l'électronisme. Donc ça veut dire, bon, il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser Internet, ils ne savent pas utiliser le numérique, et il va falloir s'en occuper, parce que on ne peut pas laisser faire ça. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait incroyable, c'est qu'on pourrait dire l'électronisme, ça s'adresse aux personnes âgées. Ce qui est faux d'ailleurs, en général, c'est pas aussi simple que ça. Mais tous les jeunes qui sont nés quasiment avec des écrans, des smartphones, souvent trop tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui sont des champions des jeux vidéo, des réseaux sociaux, eh bien, dès que vous leur demandez d'aller remplir un document en ligne ou de faire l'utilisation d'un process, ils sont complètement perdus. Donc c'est pas non plus aussi simple que ça, et il va falloir s'occuper d'eux. Donc en général, il y a une éducation à faire au numérique qui est absolument essentielle pour intégrer ces 13 millions de personnes dans notre société et pour leur permettre d'aborder professionnellement, ce que tu disais donc, leurs emplois, leurs métiers. J'en profite pour faire une petite digression, qui est aussi un des points sur lesquels je suis un peu polémique, c'est celui de l'intelligence artificielle ou le numérique en général et la suppression d'emplois. Alors évidemment, oui, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois, mais comme d'habitude et comme je l'ai dit précédemment, elle va aussi en créer. Donc elle va en supprimer des centaines de millions, elle va en créer des centaines de millions. Et je donne l'exemple des caissiers, caissières de supermarchés. Alors évidemment, ces métiers n'existeront pas dans 5 ans. Et d'ailleurs, je fais référence à la chanson de Gainsbourg, Le Poinçonneur des Lilas. Le Poinçonneur des Lilas, maintenant on n'a plus besoin de poinçonneurs. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de se bagarrer pour conserver ces métiers. D'autant plus qu'à la fin de la chanson, il se suicide. Donc, on n'a pas besoin de défendre des métiers. Ouais. En revanche, on a besoin de défendre les gens. Et là, on revient à l'humain. On a besoin de leur proposer des alternatives. Il faut les former, par exemple, pour faire des métiers, pour ces caissiers et caissières, des métiers d'accueil dans les grandes surfaces, des métiers d'orientation, d'accompagnement des personnes handicapées. Et c'est là qu'on voit que je reviens à l'humain, même si on supprime des emplois. Alors on va me dire, mais non, tu vas pas pouvoir avoir autant de personnes d'accueil que de caissiers, caissières. Oui, c'est exact, mais il faudra leur proposer aussi d'autres types de formations, par exemple sur l'accompagnement humain des malades ou des personnes âgées, par exemple. Mais on pourrait réfléchir à d'autres choses. Et d'ailleurs, je le dis souvent, si j'étais patron d'une chaîne de grande distribution, franchement, ça devrait être mon problème numéro 1. Quelle va être la transformation de ces métiers? Et donc, ça me paraît aujourd'hui absolument essentiel. Donc, tous ces sujets-là, on peut les voir aussi sur les services publics. Justement, en utilisant l'intelligence artificielle pour les services publics, par exemple, il y a un projet qui s'appelle le projet Albert, qui consiste à donner une formation aux agents des services publics et fonctionnaires sur de l'intelligence artificielle pour qu'ils gagnent en efficacité. Et à ce moment-là, cette efficacité, cette productivité va permettre de libérer du temps pour justement s'occuper des personnes qui sont exclues de cette transformation numérique. Alors Guy, bon, c'est en guise de conclusion des nombreux sujets sur lesquels on se rejoint. Dans transformation, il y a formation.
D'ailleurs, ça, c'est tout l'objet, tu l'as dit, hein, de ta, on va dire, nouvelle partie de carrière. Hein, en tant que notamment intervenant en école, c'est former les futurs professionnels, donc dans le cadre des étudiants, mais aussi les professionnels de l'activité qui sont amenés individuellement à se transformer au sein d'une société qui se transforme également. En fait, la transformation, elle est à tous les niveaux. Encore merci Guy d'avoir passé ce moment avec nous pour ce nouveau talk MBA MCI. Je rappelle donc que ton livre s'appelle Pour un numérique humain. Avec comme sous-titre les 8 conditions d'une transformation réussie. C'est sorti la semaine dernière, voilà, le 7 février, aux éditions Hermann. Et puis, au-delà des nombreuses références qu'il y a dans ton livre, on peut aussi souligner la préface d'Antoine Petit, qui est le président du CNRS, qui apporte aussi un éclairage différent, on va dire un peu plus, je sais pas comment le dire, mais en disant qu'en sa qualité de chercheur, tu vois, il apporte une vision long terme qui complète parfaitement ton ouvrage. Donc, à trouver dans toutes les bonnes librairies, physiques et en ligne, hein, Guy. Et on espère te retrouver très vite donc dans le cadre du programme du MBMCI où tu nous proposes toujours un challenge sur 3 jours palpitant. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et donc vous retrouverez ce talk en replay sur la chaîne YouTube du MBMCI et également en podcast sur le podcast du MBMCI. Et donc si vous nous écoutez en replay, on vous salue également et à bientôt sur les ondes de Vinci Executive Education. Au revoir à tous. Au revoir.